Bonjour à tous, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui sur le plateau d'Omerta Georges Kuzmanovic et Joachim Murat qui viennent notamment nous présenter leur initiative pour les élections européennes. Messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau d'Omerta. Merci pour l'invitation. Bonjour Jérôme. Georges, d'abord, vous avez servi dans l'armée française, notamment en Afghanistan. Comment jugez-vous aujourd'hui son retrait du Niger et du Sahel ? Écoutez, Jérôme, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez poser la question également à Joachim, parce qu'il se fait que nous sommes tous les deux candidats sur une liste qui se caractérise par le fait qu'elle est composée de gens qui viennent de différentes formations politiques, mais qui sont surtout représentants d'un métier ou d'une région de France, et qui sont des vrais Français qui ont un travail et qui ont une expérience, qui ne sont pas juste des politiciens, comme beaucoup le sont. Et il se fait que moi et Joachim, nous sommes tous deux de cette catégorie quasi inexistante maintenant en politique, qui avons servi dans notre pays en tant qu'officiers de réserve. Nous sommes tous les deux anciens combattants, donc tous les deux la croix du combattant, et nous avons servi sur des théâtres d'opérations différents de la France. Donc effectivement, moi en Afghanistan, et on est bien obligé de noter, à notre grand désarroi, un recul tendanciel de la France, en particulier sur les questions militaires. On a vu avec l'affaiblissement de notre armée, tant en volume des armées qu'en moyens, et donc en capacité. Et ce qui est terrible, c'est que l'opération initiale, l'opération Serval au Sahel, a été quelque chose qui est enseigné à West Point, l'école de guerre des États-Unis, le Saint-Cyr américain, parce que plus personne en Occident ne sait faire ça. C'est-à-dire un déploiement rapide de troupes légères, mais qui ont un effet important non seulement tactique, mais stratégique. Or ça, à cause de notre reconfiguration totalement OTAN, aux normes OTAN, avec le manque de personnel qu'on a, on ne peut plus déjà le faire. Or Serval, c'était 2013. Et puis le problème, c'est qu'on demande aux militaires des choses qu'ils n'ont pas à faire. Les militaires mènent un combat, ils sont envoyés au combat par le politique, et c'est aux politiques de trouver les solutions aux problèmes politiques. Or, le politique a failli en Libye, au Mali, au Niger, bref, dans tout le Sahel. Il est en train de faillir au Tchad, puisque vous avez peut-être entendu que le fils Déby est allé à Moscou pour dire combien il était frère avec c'était deux pays frères, le Tchad et la Russie, donc on peut au doigt mouillé se demander si le Tchad, ce qui serait une catastrophe pour la France, ne va pas basculer. Donc on a malheureusement un recul de la France, mais qui n'est pas dû à nos militaires, car ils ne sont pas responsables de la manière dont on les engage, ni de la manière dont on les finance. Mais alors, justement, Joachim Murat, vous qui êtes un arrière-petit-neveu de Napoléon Ier, et qui voyageait beaucoup, oui. Comment les personnalités que vous rencontrez dans vos déplacements jugent aujourd'hui la France et jugent la façon dont elle est dirigée ? Alors Jérôme, en fait, là ça c'est un point amusant, parce qu'il y a eu une évolution. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'international. J'ai fait plus d'une trentaine de pays et j'ai été 7 ans expatrié en Inde. Et je travaillais systématiquement avec les gouvernements étrangers, puisque je faisais de l'exportation de technologies de souveraineté, défense, sécurité, des choses comme ça, pour les industries françaises. Et je veux dire qu'il y a 25 ans, l'image de la France, notamment pour ce qui était des technologies de défense, ce qui explique beaucoup, d'ailleurs, le succès du Rafale en dehors de l'Europe, était que la France était un pays fiable. C'était un pays, en fait, en termes d'armement, non aligné. C'est un pays où on savait que quand on achetait un matériel français, on le détenait à 100%, qu'il n'y avait pas les normes ITAR, il n'y avait pas des choses... Alors c'est très compliqué d'exporter du matériel français. Vous avez la CIEMG, vous savez, qui est la Commission interministérielle d'études d'exportation des matériels de guerre, qui est très, très compliqué. C'est le système d'exportation d'armement le plus dur au monde, c'est le système français. Mais quand le truc est exporté, quand le matériel est exporté, le pays en est pleinement propriétaire. Et il est pleinement soutenu derrière. La maintenance est assurée. Nos amis indiens, d'ailleurs, se rappellent très bien que pendant les conflits au Cachemire, les alouettes françaises ont continué à être maintenues dans le cadre du conflit avec le Cachemire. Et ça, ils ont une mémoire de long terme, ces zones-là. Alors il y avait cette image-là, cette image d'un pays un petit peu
un peu équilibré entre l'hyperpuissance américaine et le reste du monde. Il y avait cette espèce de forme non pas de non-alignement, mais disons de multi-alignement à la française qui existait encore il y a 25 ans. Alors ça a complètement disparu. Ça a commencé de façon massive avec François Hollande, avec l'affaire des Mistral sur la Russie. Pour les affaires de matériel de défense, ça a été un gros coup à nos industries de défense, qui fait que aujourd'hui, maintenant, pour les industries de défense, c'est reparti de façon prodigieuse pour la défense française. C'est évidemment le réveil des conflits un peu partout. Et le fait que la France garde maintenant à nouveau quand même une image de non-alignement par rapport aux fabricants américains, aux fabricants russes et aux fabricants chinois. C'est-à-dire qu'un pays va préférer se mettre entre les mains des Français qu'entre les mains des Russes, des Chinois ou des Américains. Mais pour ce qui est de l'image générale de la France, elle a toujours été extraordinairement positive en tant que France, en revanche toujours réellement très critique vis-à-vis des présidents français depuis François Hollande en fait. Avec Nicolas Sarkozy, ça commençait un petit peu à ricaner parce qu'il y avait le couple Nicolas-Carla qui était un peu inattendu, donc ça faisait ricaner là-dessus. Il y avait la surprise de voir Nicolas Sarkozy se jeter aux pieds des Américains immédiatement après son élection. Ça aussi, ça a été un peu un choc une surprise. C'était inattendu par rapport à la logique française de Gaulle à Chirac, pardon. Et avec François Hollande, alors là, du ricanement, on est passé aux gigantesques éclats de rire. Et avec Emmanuel Macron, il y a une forme de sidération et d'incompréhension complète. Là, vraiment, c'est devenu illisible. C'est-à-dire que on a disparu de tous les appareils diplomatiques. La voix française s'est éteinte. En revanche, l'image de la France et des Français reste encore, on ne sait pas pour combien de temps, pour vous que ça dure, comme on dit dans la famille, elle reste encore néanmoins très positive parce que la France a cette image de ce pays, dans l'inconscient collectif mondial, la France a encore cette image de pays de l'émancipation. C'est le pays qui a diffusé à travers le monde cette idée très simple, qui a l'air logique aujourd'hui, mais qui, quand elle a été diffusée, était complètement révolutionnaire, l'égalité devant la loi. C'est-à-dire la fin d'un système eugénique lié à des privilèges de naissance. C'est tout simplement le Code Napoléon devenu Code civil, qui est la marque de la logique des Lumières révolutionnaire fondue dans le bronze et gravée dans le granit par Napoléon dans son Code Napoléon, qui s'est répandu dans 70 pays dans le monde. Et ça a donné à toutes ces sociétés-là réellement un souffle d'égalité et de liberté. Et dans 70 pays dans le monde, ça représente plus du tiers de la planète. Donc ça reste encore dans l'inconscient collectif. Vous savez que la Chine appelait la France, je ne sais plus comment la Chine appelait la France avant Napoléon, mais ils ont changé le nom de la France après Napoléon. Après Napoléon, la France est devenue Faguo. Alors je le prononce sûrement très mal, peut-être Faguo, ce qui veut dire le pays de la loi. Donc voilà, donc dans l'image de la place française sur la scène internationale, et du rôle des gouvernements français s'est dégradé du sourire au ricanement à la consternation depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à aujourd'hui. Mais l'image de la France et des Français n'en reste encore à peu près positive. Ouais. Alors, vous avez donc lancé une initiative pour les élections européennes. Est-ce que vous la qualifieriez de souverainiste de gauche, un peu les héritiers de ce qu'a pu être autrefois Jean-Pierre Chevènement, ou est-ce que votre liste se veut plus ouverte et refuse de se faire cataloguer, si ce n'est peut-être comme une liste souverainiste? Vous n'êtes d'ailleurs peut-être pas la seule dans ce cas-là. Donc quelle est la spécificité et pourquoi croyez-vous qu'il existe un espace politique pour défendre justement ce que vous nous expliquiez à l'instant tous les deux, c'est-à-dire la place de la France dans le monde? Alors je ne vais pas faire mon Henri Guénaud et expliquer pourquoi on n'est pas souverainiste, mais qu'on défend la souveraineté, et que c'est des concepts politiques. Mais comme le terme est utilisé, bien, utilisons-le. Je suis président d'un mouvement politique qui s'appelle République souveraine et qui est, on va dire, néo-chevènementiste, ce qu'on appelle la gauche républicaine. Attachés en même temps, d'autres diraient ailleurs des Red Tories, comme se définissait George Orwell. Et on est pour la défense de la nation, de la souveraineté de la nation, de la souveraineté du peuple, donc de la démocratie. On a un fort attachement aux politiques régaliennes qui pourraient être considérées de droite, mais qui n'ont pas toujours été de droite, et en étant des républicains sociaux. Donc sur les questions sociales,
Pour faire simple, nous sommes pour que celui qui est en bas, qui est dernier de cordée, comme dirait notre président de la République, puisse avoir un travail et vivre dignement de ce travail, lui et sa famille, avoir accès à l'hôpital public et à l'école républicaine. Bon, en gros, c'est ça. Donc la gauche républicaine est bien évidemment très ancrée sur les valeurs de la République, dont celle de la laïcité, qui est mise à mal étonnamment à gauche, alors que ça a été le liant de la gauche pendant 150 ans. Maintenant, Joachim Murat, lui, vient de l'Appel au peuple, qui est une formation bonapartiste. Et il y a des gens qui viennent... Alors, nous avons fait l'Appel au peuple, pardon, nous avons fait Nous le peuple, qui est le nom de la liste qui va aux européennes. C'est un véhicule politique qu'on espère garder pour les élections prochaines et dont l'avantage est de ne pas forcer les gens à rejoindre un parti politique particulier, République souveraine, ou MRC, ou l'Appel au peuple, ou ceci ou cela. Et donc d'être ouvert à des gens qui sont de différentes formations politiques ou qui n'en sont d'aucune, parce que beaucoup sont fatigués des partis politiques. Elle est ouverte sur un espace qui va, je vous dis, de la gauche républicaine au gaullisme social. Et qui, je crois, on croit, est majoritaire dans le pays. Très largement majoritaire. Et qui se caractérise par le fait qu'on est radicalement, au sens des racines, opposé à ce que défend Emmanuel Macron. Là où il est européiste et mondialiste, on est pour la défense de la nation. Là où il est pour la privatisation de toute chose, on est pour le bien public. Là où il est pour l'inféodation aux intérêts géostratégiques américains, on est pour une position gaulliste de défense de la position de la France pour la France dans une vision d'une nation pivot. Ce qui va sûrement nous distinguer d'autres formations qui défendent la souveraineté de la France, c'est que, d'abord, nous sommes sérieux. Et je crois on peut être considéré comme cela, et c'est comme ça qu'on est considéré tant dans notre travail de ce qu'on propose et aucune acceptation de dérapage quelconque vis-à-vis d'une qualité française qui est le cartésianisme. Enfin, la souveraineté est pour nous un début, sine qua non, mais derrière, il faut penser à qu'est-ce que l'on va construire. Et puis, nous ne sommes pas radicalement anti-européens, comme certains. Même pas du tout. Donc vous n'êtes pas pour le Frexit? Non, c'est pas le problème. C'est-à-dire que c'est ça qui est tragique, c'est que certains souverainistes ont ramené le débat sur est-ce qu'on est pour le Frexit ou pas le Frexit, alors que c'est un moyen de reconquête de la souveraineté, de l'indépendance de la France. C'est comme un autre. Et c'en est qu'un seul. Et encore le Frexit, historiquement, c'est l'acceptation d'un traité de Lisbonne, l'article 50, qui permet, comme le Brexit, de sortir par l'article 50 du traité de Lisbonne, d'un traité qui a été rejeté par le peuple de France dans sa formulation traité constitutionnel européen en 2005. Si on se réfère à la Constitution de la France et à l'importance du référendum, et comme disait De Gaulle, que le peuple est le souverain en dernier recours, eh bien, légitimement, on n'est pas obligé de respecter les dispositions du traité de Lisbonne. Donc pourquoi se contraindre ? Et le Frexit est un moyen comme un autre. Mais le problème n'est pas tant de sortir de l'Union européenne, plutôt que ce machin-là, comme pouvait dire De Gaulle de l'ONU, cesse de fonctionner comme il fonctionne. Et nous sommes pour une constitution... Enfin, nous vivons à côté des Belges, des Espagnols, des Allemands, des Italiens, avec qui nous sommes en commerce amoureux, intellectuel, économique depuis des siècles. Ça n'a aucun sens de se séparer. Ce qu'il faut, c'est trouver une autre manière de travailler ensemble, de s'organiser en Européens, mais qui respecte les nations et les peuples. Donc nous, on a un après qu'on voit rarement chez d'autres souverainistes. Et pour anticiper un petit peu la question logique qui devrait venir tout de suite après, c'est mais attendez, je ne comprends pas, quelle différence entre vous et les Républicains, entre vous et le RN, vous voulez changer l'Europe de l'intérieur, très bien, bon, c'est super. La différence, c'est justement que nous, on ne s'interdit pas le Frexit. Vous comprenez ? Le Frexit est dans la boîte à outils de remodelage d'une Europe au service des
de la souveraineté populaire, une Europe au service des nations. Donc on est ni pour ni contre le Frexit. On n'est pas Frexit. Si vous Frexitez dans 3 semaines, c'est un drame national. Si vous Frexitez, faut le préparer de long terme. C'est pas forcément la mauvaise solution, mais ça se prépare. Donc les tenants du Frexit à tout craint qui disent si vous n'êtes pas pour le Frexit, vous n'êtes pas souverainiste. Je ne vois pas du tout le rapport. Donc ça, c'est une façon de casser le débat. Donc le Frexit fait partie des outils qui servent à la négociation à venir pour la réforme de traité qui, d'ailleurs, Georges le dit très bien, le traité de Lisbonne, on peut parfaitement considérer qu'il est illégitime, puisque le peuple français auquel il a été soumis, ça s'appelait la Constitution à l'époque, vous savez, qui a été obtenue par Giscard d'Estaing, en 2005, avait clairement dit non. Ensuite, on nous l'a remis dans la figure par la voie du Congrès avec Nicolas Sarkozy. Mais on peut considérer que la voie du référendum devrait primer. Donc, de toutes les façons, on n'a pas à utiliser l'article 50. On part du principe que ça n'est pas légitime du tout. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est reprendre ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Vous ne voulez pas qu'on reprenne ces points-là? Dans ces cas-là, on fait un référendum sur le Frexit. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que le Frexit est dans la boîte à outils, mais sans aucune pudeur de gazelle pour l'utiliser. Donc on n'est pas anti-Frexit, on dit simplement c'est un moyen, parmi tant d'autres, d'obtenir une Europe qui soit enfin au service de la protection de ces populations, et en particulier de la population française. Regardez, on prend Erasmus et Airbus. 2 exemples qui démontrent quand même que l'Europe, quand ça veut marcher, ça marche. C'est positif. Pas de pot, c'est les 2 initiatives qui n'ont rien à voir avec la construction de l'Union européenne de Maastricht. Donc c'est-à-dire que l'Europe, quand elle est faite de façon intelligente, un peu sur le modèle du traité de l'Élysée, ça crée des choses formidables. Ça crée Erasmus, ça crée Airbus. Donc voilà, je voudrais insister là-dessus avant tout. Et pardon, quelle était la... Non, puis oui. Pour aller dans le sens de Joachim, on a le problème de... Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on est sérieux. Et que certains qui se disent souverainistes ne le sont pas. Et ils ne s'intéressent pas au rapport de puissance et ils ne pensent pas à l'État. Gouverner, c'est pas juste être dans une cave et crier comme un gauchiste ou un droitiste ou un souverainiste, je veux ceci, je veux cela. Il faut réfléchir comment ça va se passer et regarder les rapports de force. Or, il se fait, en raison de l'impéritie de nos dirigeants, de leur nullité, pour ceux qui ne comprennent pas le mot impéritie, nous avons laissé l'Allemagne s'installer comme le pivot dans cette Union européenne. Elle est déjà organisée en tant qu'entité capable de se détacher de cette Union européenne avec ses États vassaux, dans une logique de la Mitteleuropa voulue par Bismarck. En fait, le grand projet du XIXe siècle de Bismarck d'intégration géopolitique et économique de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale et de l'Europe du Nord est réalisé par Merkel et par Schröder avant. Ils sont en force. Et ils sont tellement intelligents et pensent leur intérêt. On le sait assez peu, mais ils ont stocké leur Deutschmark. Vous savez, quand on a récupéré des Deutschmark contre des euros ou des francs contre des... Okay. Ils ont gardé, ils les ont dans des hangars. Nous, on a tout passé au flamme. Ils se sont dit, on ne sait jamais. Non, mais ça montre... Ça, c'est un point vraiment évident. C'est que très concrètement, si demain il y a le Frexit, l'Europe ne cesse pas d'exister. Tous ceux qui vous disent si la France sort de l'Europe, il n'y a plus d'Europe, c'est pas vrai. Ça n'est tout simplement pas vrai. Si la Grèce, l'Italie peuvent disparaître, mais il y aura ce bloc allemand. Alors, l'Europe du Sud, l'Europe du Club Med, comme disent les Allemands, va disparaître éventuellement, ceux qui veulent partir. Mais la banane bleue, c'est-à-dire la Hollande, les pays nordiques, la Pologne, la Hongrie, tout ça, ça va rester. Et surtout, évidemment, avec comme pivot central l'Allemagne. Et vous vous retrouvez avec une zone très structurée, qui va avoir une puissance décuplée par rapport à vous. Donc si vous faites un Frexit et que vous vous retrouvez avec en face de vous une Union européenne du Nord, qui est l'Europe de Mitteleuropa de Bismarck, très organisée, à vos frais, puisque vous avez financé cette organisation depuis 60 ans de construction européenne, mais qui cette fois-ci va se faire un plaisir de vous massacrer. Donc, c'est pas intelligent de faire ça. Donc tout ça se prépare, tout ça s'étudie, tout ça s'anticipe. Voilà, c'est pour ça que le Frexit est un outil, ça n'est évidemment pas la solution. Et comme l'a regretté Coralie Delhomme, moi je pense qu'il faut que cette institution qu'est l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui disparaisse. Oui, il faut qu'on la fasse, qu'elle mute. Pas faire sauter, pas remplacer par autre chose. Et comme l'a dit Joachim, si dans le processus et dans le rapport de force, c'est un Frexit qui traîne 3 ans comme le Brexit ou qui se fasse plus rapidement est nécessaire, on n'hésitera pas un seul instant. Très bien.
Alors, dans 2 jours, par rapport au jour où nous réalisons cet entretien, Emmanuel Macron va prononcer un nouveau discours sur l'Europe. Il en avait déjà prononcé un à la Sorbonne. De la même façon, il va prononcer un discours. Je remarque qu'à contrario de lui, vous inscrivez dans une tradition, dans des traditions politiques qui reviennent souvent dans votre discours, la République, le Conseil national de la résistance, le bonapartisme. Est-ce que l'un des problèmes actuels n'est pas que nos dirigeants ont cessé de s'inscrire dans une histoire, notamment dans l'histoire de France, pour penser l'Europe, mais au contraire tiennent un discours complètement éthéré? Est-ce que vous souhaitez opposer justement l'inscription dans une histoire nationale par rapport à l'Europe que nous vendent tous les jours sur les plateaux les fidèles d'Emmanuel Macron? Quel est votre... Moi, c'est la raison fondamentale de mon engagement, de mon exposition et de mon engagement et du choix de la liste Nous le Peuple, c'est que je ne peux pas me résoudre à l'orientation fédéraliste que prend l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe fédérale qu'on nous vend matin, midi et soir comme étant la panacée pour faire un bel empire européen au milieu de ces empires qui se reconstituent et sans lequel on ne survivra pas à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à la Turquie, aux États-Unis. L'empire européen tel que fantasmé par Angela Merkel, par Emmanuel Macron, M. Macron est tout à fait honnête là-dessus. Il a toujours été très clair. C'est le seul, en même temps, qu'il n'a jamais utilisé. Il a toujours été très net. Lui, c'est l'Europe fédérale. C'est la dilution de la nation française dans une Europe. C'est-à-dire qu'on devient les États-Unis d'Europe. La France devient le Colorado. L'Allemagne devient la Californie. Et il y aura un président qu'on imagine être, j'imagine, à terme... Emmanuel Macron, je suppose que c'est son ambition personnelle, et c'est bien d'avoir de l'ambition. Ça, je ne peux pas m'y résoudre, et à titre personnel, et à titre familial, et d'histoire familiale. Ça n'est pas possible, je ne veux pas voir la France, qui a plus de 1000 ans d'histoire, de cette histoire très particulière, qui est arrivée à cette forme de social-démocratie à la française, qui est un équilibre entre un État protecteur, un modèle social que le monde entier nous envie, et ils ont raison de nous l'envier, parce que on ne se rend pas bien compte, mais c'est le seul pays au monde où l'école est gratuite, les transports sont extraordinairement abordables, la santé est gratuite. Enfin, c'est absolument magistral, la France. Et qui avait... Bon, alors maintenant, cet équilibre est un petit peu rompu, mais qui permettait tout de même d'avoir une vraie prospérité et d'avoir un développement individuel presque sans limite. Alors, il faut retrouver cet équilibre-là, et je ne veux pas que ce modèle-là soit détruit, parce que ça date de nos premiers rois, en passant par tous nos empereurs, la plupart de nos présidents, enfin jusqu'à la Ve République. Ça a pris un temps fou pour monter ce modèle. Ce modèle est très beau, il n'est pas question de le casser. Et la fédéralisation de l'Europe, ça va casser le modèle français, mais italien, espagnol aussi. Mais moi, mon problème, c'est le modèle français. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis absolument vent debout contre l'Europe fédérale. Surtout qu'en plus, ça n'est pas l'Europe fédérale qui permettra de créer, c'est pas l'image fantasmée des États-Unis d'Europe qui vont faire de l'Europe un bloc suffisamment fort pour résister aux pressions extérieures. Ce sont des accords et des partenariats privilégiés entre les principaux pays d'Europe qui permettront ça. Donc c'est l'Europe des nations. Donc la raison de mon engagement est celle-là. On a, pour cette question, c'est très intéressant parce qu'on nous vend toujours les valeurs de l'Union européenne, sans toujours très clairement les dire. En gros, c'est les droits de l'homme. Puis on a la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui défendent les droits de l'homme mais qui semblent ne pas avoir lu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, laquelle dans son article 3 stipule que la souveraineté ne procède que de la nation. Donc ce sont des gens qui ont l'air plutôt opposés en fait à la Déclaration des droits de l'homme et ce n'est pas pour rien qu'il y a cet article 3, comme ce n'est pas pour rien qu'il y a l'article 3 dans notre Constitution. Qui, pareillement, ne semble pas avoir été lu. Parce que quand vous parlez tout à l'heure de souveraineté, on a beaucoup de gens qui, quand ils entendent nation, souveraineté, peuple, ouf là là, c'est le triptyque du fascisme. Alors, je leur dis, ouvrez un livre de droit constitutionnel ou allez sur Google, tapez Constitution française. Le titre premier s'intitule « De la souveraineté ». Attention, fascisme. Article 3.
la souveraineté de la nation procède du peuple, qui s'exprime par la voix de ses représentants élus ou par voie référendaire. Donc, d'abord, on défend ça. Pourquoi? Parce que ça n'est pas pour rien que ce modèle qui nous vient de longue construction de la France, puis cette explosion de la Révolution française, le comité de salut public, puis tout est mis dans le code civil, qui irradie le monde et qui fait le socle des démocraties. C'est que le peuple, la démocratie, c'est l'expression, c'est la souveraineté du peuple, il n'y a rien d'autre, s'exprime dans deux espaces. C'est soit la commune, soit la nation. Et il n'y en a pas d'autre. Pour faire une Europe, une souveraineté européenne qui pour le moment est un oxymore, il faudrait qu'il y ait un peuple politique européen. Ça n'existe pas. Donc ce qu'ils sont en train de construire, qui est à moitié construit, c'est un appareillage qui n'est pas réellement démocratique, et nous nous y opposons fortement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de phénoménal l'année dernière. L'Union européenne a connu son plus grand moment démocratique, le plus grand moment démocratique de son histoire. Est-ce que vous le saviez? Vous allez nous l'expliquer. C'est écrit sur la page depuis le 20 décembre 2023 dernier, juste avant Noël, c'est écrit sur la page de l'Union européenne. Nous venons de vivre le plus grand moment démocratique de notre histoire commune. Première nouvelle. En quoi consiste-t-il? Eh bien, pendant un an, ils ont fait comme Emmanuel Macron, ils ont fait des panels citoyens. 20 Slovaques ici, 50 Suédois, 30 Irlandais, 100 Français, qui n'ont même pas entendu parler, et qui ont trouvé que, oui, il fallait aller vers plus de fédéralisme. Bon, c'est sympa. Donc fameuse démocratie augmentée. C'est ça, c'est la démocratie participative. Participative, mais ils ont même utilisé le terme de démocratie augmentée. Ouais, c'est une démocratie oligarchique, au final. Il en résulte qu'en novembre dernier 2023, le Parlement européen vote pour une extension des pouvoirs de la Commission européenne qui se transformerait en pouvoir exécutif avec un accroissement de leurs pouvoirs sur les questions d'affaires étrangères, de défense et de sécurité. Donc vraiment le cœur du pouvoir régalien, la perte de ce qui fait encore la spécificité et la force de la France. Mais ce qu'on sait encore moins, c'est que le 29 novembre 2023, à l'Assemblée nationale, nos parlementaires votent une résolution qui entérine le vote à la Commission, au Parlement européen. S'y sont opposés exclusivement le Rassemblement national, la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan, pour être honnête. Mais il y a une résolution qui a déjà été votée pour aller dans ce sens-là. Il y a 2 jours, vous disiez que dans 2 jours, Macron va parler. Mais il y a 2 jours, Madame Valérie Hayé, tête de liste un peu fantomatique de la liste Renew, Renaissance, s'est exprimée sur France Inter. Et elle a dit, oui, l'objectif, c'est le fédéralisme européen, la fin du droit de veto. C'est ce que propose aussi Raphaël Glucksmann. Tout le monde saute là, ils disent, c'est le renouveau de la gauche. Quel renouveau de la gauche? Il a été néolibéral toute sa vie, ultra-atlantiste, et maintenant il est pour que la nation française disparaisse. ELV, pareil, c'est écrit dans leur programme. Bon, franchement, ils l'ont dit, ils sont pour une sorte de grande fédération européenne. Mais oui, il y a un véritable souci, et avec cette Europe fédérale auquel nous on s'oppose radicalement. C'est un braquage démocratique caractérisé, si vous voulez, parce que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les décisions sont prises par une petite clique, la fameuse pénombre des commissions et le clair-obscur des cours de justice que dénonçait déjà Philippe Seguin en 92. Et il faut bien comprendre qu'on est dans un renversement de logique. Qu'est-ce que la Révolution française, si chère à tous nos républicains ultra-démocrates? C'est un renversement de légitimité. Quand une communauté s'organise avec un pouvoir à sa tête, il faut que ce pouvoir soit légitime. Jusqu'en 1793, la légitimité du pouvoir était de droit divin, c'était des rois. On a arrêté cette légitimité divine pour dire que maintenant, la légitimité du pouvoir, c'est la souveraineté populaire qui s'exprime par le vote. Or, cette Europe est en train d'annuler la souveraineté populaire du vote. Donc on revient à un pouvoir de droit. Alors là, il est plus divin. C'est de l'autoproclamation, c'est de la cooptation, c'est de la connivence. Ça devient de la démocratie de connivence. On a parlé de capitalisme de connivence, mais là on est dans de la démocratie de connivence.
C'est un braquage démocratique, c'est de l'oligarchie à arriver à un système de gouvernement. C'est un braquage démocratique absolument scandaleux. Or, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que si vous êtes tellement contre l'Europe, vous vous présentez à des élections au Parlement européen? Parce que c'est la seule possibilité d'entrer dans cette machine. Aujourd'hui, le truc est tellement démocratique que la seule élection démocratique dans toutes les commissions, dans tous les bureaux, dans tous les appareils européens, il y en a des centaines. La seule élection démocratique, c'est le Parlement européen. Et le rôle numéro 1 d'un parlementaire européen aujourd'hui, en tous les cas un parlementaire français responsable, c'est un rôle d'alerte et de blocage. Parce que vous connaissez les 3 responsabilités d'un parlementaire européen, c'est de discuter, d'amender et de voter les lois proposées par la Commission. Il ne faut pas que les gens se trompent, le parlementaire européen ne propose pas de loi. C'est la Commission qui propose des lois. Le parlementaire européen, il les discute, il les amende, il les vote. Ensuite, il a un vague contrôle budgétaire et surtout, il contrôle les autres organismes européens. Donc il y a un rôle de contrôle. Donc aujourd'hui, un parlementaire européen qui fait son travail, il faut être juste, il y en a très peu. En France, en tous les cas. L'honnêteté me doit de signaler qu'il y en a au moins 2 qui ont fait leur boulot. C'est François Xavier Bellamy et Manon Aubry. Vous imaginez que je n'ai pas de sympathie particulière pour Manon Aubry, mais elle fait son boulot. D'alerte et de blocage. Alors, vous avez évoqué LFI. Vous venez effectivement des eaux mélenchonistes. Vous avez été même monsieur international, un peu le conseiller international de Jean-Luc Mélenchon. On se rappelle aujourd'hui plus très bien que Mélenchon a été en 2005 sur une ligne quasiment chevènementiste et un des acteurs du référendum qui s'est soldé par un échec pour Jacques Chirac à l'époque sur la mise en place d'une constitution européenne. Comment jugez-vous l'évolution de Jean-Luc Mélenchon et comment peut-on expliquer son passage d'un discours républicain aujourd'hui à un discours ancré sur notamment la question palestinienne? Alors, je ne suis pas commentateur de la ville de France Insoumise, que j'ai quitté quand même il y a maintenant 6 ans. Ça commence à remonter. Et je dois vous dire que le 3/4 des cadres existants, en particulier tous les cadres républicains, et attachés à l'indépendance, à la souveraineté de gauche, ont quitté la France Insoumise. Ils ne sont plus là. À une époque, la France Insoumise s'enorgueillissait d'avoir un des grands seigneurs de la défense de la laïcité, qui était Henri Peña-Ruiz, qui défendait le droit à l'islamophobie, comme on pouvait être cathophobe au XIXe siècle. En 2010, M. Mélenchon était pour traquer les femmes voilées dans la rue. Il parlait d'oppression masculiniste, ce que c'est, médiévale, religieuse sur les femmes. Bon. En 2015, il faisait une oraison funèbre formidable à son ami Charb, qui était réellement son ami, assassiné par le frère Kouachi à Charlie Hebdo. Bon, il a changé. Il a changé au point où non seulement ils ont participé à des marches contre l'islamophobie, non seulement une partie de leurs élus sont en adéquation totale ou font des conférences avec des islamistes, c'est-à-dire des fascistes, des gens qui sont proches des frères musulmans, des gens qui... Et c'est là aussi que c'est intéressant l'élection européenne, parce qu'on nous demande qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu. Mais les frères musulmans c'est une organisation mondiale qui s'immisce, c'est du sable, c'est de l'eau qui s'infiltre dans les interstices et qui rentre dans les rouages. Alors ils ont bien compris que un magnifique endroit pour pénétrer, avancer leurs idées, c'était l'Union européenne. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé, y compris avec une commission européenne qui a défendu le port du voile en Europe. Imaginons qu'on soit dans une Europe fédérale, où on n'ait plus le droit de veto. Dans une Europe où la plupart des pays sont communautaristes, où l'Allemagne est communautariste. Combien de temps ça va tenir la laïcité à la française? Bon. Donc on défendra la laïcité à la française, car si on la fait sauter, c'est le ferment de la guerre civile. Pour notre pays, ça serait une catastrophe. Et c'est une catastrophe d'abord pour les musulmans. Car la laïcité protège chacun dans son culte, chez soi. C'est une catastrophe pour l'ensemble des citoyens français, oui, dont les musulmans. Je parle de ceux qui veulent défendre les musulmans en défendant les femmes voilées. Moi, ils se tirent une balle dans le pied, en fait, à plus ou moins court terme. Pourquoi Mélenchon a fait ça? Moi, je pense que c'est par opportunisme politique. Certains disent qu'il a changé, bon, peut-être.
c'est vrai qu'il y a parfois des propos parfois, il y a des propos complètement délirants. Quand il réactive une vieille antienne de l'extrême droite française en disant qu'on sait quel est le peuple qui a exécuté, mis Jésus sur la croix. Voilà, sortie de route totale sur BFM TV. La croix en avait fait une en se disant mais c'est quoi ce délire. Là récemment comparé un président d'université à Eichmann, entre les lignes, c'est au-delà de la sortie de route. Les propos sur Mera, n'en parlons pas. Alors, c'est la volonté d'instiller un vote communautariste, et en plus en essentialisant les musulmans, ou les gens de pays ou de culture musulmane, ce qui est tout à fait étonnant, parce que moi j'en connais énormément. Donc par exemple Kamel Benchek, qui sera sur notre liste, qui sont des gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Iran, qui sont de culture, parfois sont eux-mêmes musulmans, mais qui sont laïcs et qui combattaient ou combattent dans leur pays, parfois au risque de leur vie, d'être battus, de voir leur famille assassinée, pour la laïcité dans leur pays. Donc évidemment que ces musulmans-là ne vont jamais les voter pour des gens qui remettent le religieux au cœur du système. D'ailleurs, ce qui est encore plus étonnant, c'est que non seulement ils ont remis le religieux comme s'ils étaient à l'époque des papistes, mais comme on disait au XIXe siècle, pour ceux qui défendaient l'idée que la religion catholique ait à avoir quelque chose en politique, mais en plus, ils ont remis le concept de race dans le débat public. De race. Ce que la gauche a combattu pendant des décennies. Ouais, mais puis en plus, c'est incroyable. Bon, là, je m'emporte un peu parce que c'est vraiment agaçant. En plus, ça devient un sujet d'une urgence absolument incroyable, parce que quand on voit toutes les séries d'incidents qu'il y a dans les écoles, où, ça devient, on a un vrai problème de djihadisme d'atmosphère. Là, Gilles Kepel a raison, c'est même plus du djihadisme, c'est même plus de l'atmosphère. Là, c'est directement l'âge de zoo c'est terrifiant. Mais on se rappelle que l'un des apports de Napoléon, de l'empereur Napoléon, a été d'instaurer la paix religieuse, en mettant aussi en place, en facilitant l'intégration des Juifs dans la République, en faisant le concordat avec le pape sur la question religieuse. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a des gouvernants qui ne comprennent plus le fait religieux. Non, je pense que la différence entre alors d'abord Napoléon Bonaparte, ça me semble impossible de le comparer à qui que ce soit d'autre, même dans l'histoire mondiale. Mais alors dans l'histoire française encore moins, certainement pas après lui. Mais surtout entre les deux, il s'est passé un phénomène, si vous voulez, avec lequel n'avait pas à gérer Napoléon Bonaparte. C'est une forme de culpabilité inconsciente du phénomène colonial et du phénomène antisémite, de la Shoah. Donc cette espèce de culpabilité inconsciente du peuple européen et français en particulier, puisqu'on a fait porter sur les épaules des Français à partir du début des années 70. Vous savez, c'est toute cette vague avec Bernard-Henri Lévy, Laurent Geoffrin, qui ont dit voilà, en fait, les Français n'étaient pas résistants, c'était des collabos, bande d'affreux du Pont-la-Joie, etc., etc. Ils ont réussi à faire porter comme ça une culpabilité énorme sur les épaules des Français. Ensuite, on a lancé Touche pas à mon pote. Donc, ce qui fait que dès que vous commencez à aborder un tout petit peu en France le sujet du Maghreb, de l'islam, etc., immédiatement, c'est toxique. Donc, c'est ce qui est que faire un concordat avec les musulmans aujourd'hui, vous auriez une levée de bouclier de tout le nouveau clergé médiatique et évidemment la quasi-totalité de la gauche et d'une grosse partie de la droite en disant mais attendez, c'est paternaliste. Qu'allez-vous donner des leçons aux musulmans? Comment osez-vous? Qui êtes-vous, vous, République laïque? Alors que c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon Bonaparte avec le peuple juif de France à cette époque-là? Il leur a mis une liste de conditions. Il leur a dit vous acceptez ces conditions ou vous sortez, ou c'est dehors. Donc il y en a, on accepte. Et croyez-moi, le fait qu'ils l'acceptent et que ce soit respecté était tout à fait vérifié, et ils l'ont tout à fait accepté. Donc maintenant, si vous faites un deal, alors on nous dit toujours la communauté musulmane est impossible à représenter parce qu'il n'y a pas un pape musulman, etc. Mais si vous faites un deal avec une liste en disant le voile dans l'espace public, c'est pas possible, la polygamie, c'est pas possible, le truc machin, c'est pas possible, vous vous rendez compte du truc? Avec l'espèce de magma, d'intimidation qu'il y a autour du phénomène de cet amalgame réellement toxique qu'on a fait entre vous parler du phénomène islamiste, donc vous êtes islamophobe, donc vous condamnez l'islam. Ah bon?
Donc on ne peut plus parler de l'islam ni de l'islamisme, sinon on est islamophobe. On a un problème avec, avec l'islamisme en France. Ça, en France et dans toute l'Europe, et d'ailleurs, comme le disait très bien Georges, les institutions européennes sont un accélérateur à l'islamisme frériste, et aussi turc, parce que quand on dit frériste, évidemment, c'est aussi Bini Gourouch, c'est tous ces gens-là. C'est aussi une partie des Qataris, des courants saoudiens, des courants algériens, marocains, qui insufflent un maximum. Et Enfin, Glucksmann, qui présidait une commission d'ingérence sur les ingérences dans l'Union européenne, n'a réussi à ne pas voir le Qatar. Ah oui, c'est marrant, le Qatar n'a jamais ingéré. Il était dans le groupe de madame, cette jolie présentatrice grecque, qui, qui a pris un petit peu d'argent. Qui est tombé avec 600 000 € en cash du Qatar. Ça, il n'a pas vu. Mais totalement raté. C'est vrai qu'il y a... Mais écoute, on peut avoir... Mais sur ce que disait Joachim, moi je suis surpris parce qu'on a des gens qui ont instrumentalisé, y compris actuellement la France insoumise. En disant que la laïcité, c'est quelque chose qui serait contre l'islam, contre les musulmans. Bon, il faut quand même rappeler ce qu'a été la lutte contre le catholicisme politique en France. Le christianisme et le catholicisme, ce sont les religions quand même historiques de la France. C'est comme ça. Eh bien qu'elles soient historiques, il y a eu les prêtres devaient prêter serment à la Constitution, à genoux à terre. Il y en a quelques-uns qui ont été fusillés. Il y a eu les guerres de Vendée. Il y a eu entre 1789 et 1905, quasiment 150 ans de lutte parfois acharnée entre les défenseurs de la présence du catholicisme dans la politique française et ceux qui s'y opposaient. Et je rappellerai l'épisode Émile Combes. 800 congrégations catholiques dissoutes. Seulement dissoutes. On envoie l'armée. Manu militari dissoute, on réquisitionne, on saisit leurs biens et on les déporte. On les déporte, on leur dit, écoutez, si vous préférez la calotte, la croix, le petit Jésus, à la République, vous pouvez aller en Allemagne, en Belgique, allez-y. Oui. Alors qu'aujourd'hui, pour expulser un imam, on aille dans une mosquée et dire, écoutez, vous avez l'air de bien aimer un islam rigoriste, on prend tous vos biens, on prend la mosquée, et puis on vous met dans vos avions, vous allez au Qatar. Allez faire vos prières là-bas. Mais ça serait exactement la même chose que ce qu'on a fait au catholicisme politique. Je ne vois pas du tout pourquoi, dans un pays qui défend la laïcité, on ne pourrait pas le faire. Et de la même manière, tout ce qui, comme ça a été dit à l'époque pour les Juifs, tout est permis. Et pour les protestants, parce que la même chose a été faite. Tout est permis aux musulmans en tant qu'individu. On refuse qu'il existe en tant que groupe organisé politique. Culturel. Et c'est exactement. Mais Napoléon fait la même chose sur les protestants. Mais ça nous amène sur un sujet qui est intéressant par rapport à l'Europe. Aussi, il me semble. Ouais. Il avait dit qui est le sujet de la liberté d'expression, parce que quand on prend donc le sujet de l'islam est inabordable en France sans que ce soit immédiatement radioactif. Il y a un sujet aujourd'hui qui est aussi radioactif quand vous parlez, qui est manipulé d'ailleurs par les fédéralistes européens, c'est le sujet de la guerre en Ukraine. Alors là, si vous osez envisager, ce serait peut-être pas bête quand même de penser à considérer la possibilité d'un début de questionnement sur l'éventualité d'un cessez-le-feu. Vous êtes pro-russe, vous méritez l'expulsion immédiatement à Guantanamo, vous êtes payé par Poutine, etc. Et tout ça est dès que vous avez ce type de propos, vous êtes blacklisté immédiatement. Vous êtes immédiatement pro-russe, donc fatalement nazi, donc fatalement machin. Il y a des renversements historiques comme ça qui sont quand même absolument hallucinants. Alors que vous vous contentez de suggérer qu'un cessez-le-feu serait peut-être pas idiot. Vous parlez même pas de paix, vous parlez d'un cessez-le-feu. Sachant qu'on est déjà à plus de 300 000 morts ukrainiens et sans doute énormément du côté russe. Donc ça, c'est absolument aberrant. Pourquoi ? Parce que les tenants de l'Europe fédérale utilisent ça en disant non, mais attendez, surtout pas, parce qu'il n'y a que l'Europe fédérale qui apporte la paix. Parce qu'on a toujours dit l'Europe de la paix, ça n'a pas marché. Si, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Il faut plus d'Europe. L'Europe de la prospérité, ça n'a pas marché. Mais parce qu'il faut plus d'Europe. Plus d'Europe, c'est plus d'Europe de Maastricht. C'est plus de ce braquage démocratique qui vous amène une oligarchie et une démocratie de connivence au pouvoir en Europe. C'est-à-dire Angela Merkel et tous ses clones qui décideront à votre place de ce qui est bon pour vous. Parce que, Jérôme, Georges, on est beaucoup trop bêtes pour comprendre ce qui est bon pour nous. Heureusement, Ursula von der Leyen a mieux compris que moi ce qu'il me fallait. Donc heureusement qu'elle va décider pour moi. Alors les 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, pour l'instant, étaient marqués par un certain nombre de mouvements sociaux, des gilets jaunes aux agriculteurs en passant par la réforme des retraites. Les médecins.
Les urgentistes, voilà, les pompiers, les notaires, les avocats. En fait, la liste est longue. Oui. Donc, il a même réussi à mettre les notaires dans la rue. La police, vous comptez remettre les aspirations du peuple comme source de réflexion politique. En tout cas, c'est ce que vous affichez. Est-ce que vous croyez que ces mouvements peuvent un jour produire un renversement politique? Et par exemple, puisque un certain nombre de listes ont affiché des prises de guerre sur la question agricole, quelles sont les réponses que vous comptez apporter dans ce domaine qui a beaucoup agité la France ces dernières semaines? Alors, attendez, il y a juste une chose, c'est que les élections dont on parle sont les élections au Parlement européen. Oui. Hein. Donc depuis le Parlement, ce qu'on peut faire comme sur... C'est pas les élections à la présidentielle. Non, bien sûr. Donc, mais par exemple, l'agriculture est un des domaines les plus intégrés au plan européen. Donc la commission agricole, la PAC, c'est très important au niveau européen. Donc il y a quand même un certain nombre de mouvements sociaux dont les questions qu'ils soulèvent se retrouvent à être débattues au sein du Parlement européen. Écoutez, d'une manière générale déjà, on ne peut pas avoir un pays avec une telle dette qui s'accroît de manière accélérée. C'est-à-dire le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, c'est son autre petit surnom, tellement Mozart qu'il a le record de surendettement, d'aggravation de la dette nationale. La dette des entreprises et des ménages est aussi catastrophique. Là-dessus, vous avez une crise de l'industrie, parce que nous vivons actuellement une nouvelle vague de désindustrialisation. Je prendrai l'exemple de Duralex, là, qui est en redressement judiciaire. C'est une entreprise symbolique. Toutes les écoles de France, tous ceux qui sont allés à l'école publique avaient des verres Duralex et des petits numéros. Vous avez dû faire ça, Jérôme, savoir qu'il y avait le plus grand numéro, le plus petit numéro. 230 familles vont être sur le tapis parce que on ne sait pas protéger notre industrie et qu'on a laissé s'installer une crise énergétique. 1, à cause des sanctions, 2, à cause des sanctions absurdement mises en place contre la Russie, qui fait que la Russie gagne plus d'argent en vendant moins d'hydrocarbures à l'Europe. Mais 1, parce qu'on a mis avant la guerre, un marché européen d'énergie qui est catastrophique pour nos entreprises. Là-dessus, vous ajoutez l'inflation et le fait que, selon l'OCDE, un salarié sur 4 est précaire. Les progressions salariales sont catastrophiques, voire inexistantes, et que les catégories populaires depuis longtemps, mais maintenant les classes moyennes, s'inquiètent très fortement pour l'avenir de leurs enfants. Les sondages le montrent, puis quand on discute avec les gens, pensent que leurs enfants auront une vie matériellement moins bonne que celle des parents. Et quand vous avez un pays où 92% des actifs, c'est-à-dire y compris tout un tas de gens de droite qui ont voté Macron, s'opposent à la réforme des retraites, mais que le gouvernement passe en force, qu'il utilise le 49.3 comme jamais, qu'il fait des plans sur la comète pour un budget complètement délirant sur lesquels ils sont obligés de revenir 6 mois après dessus en disant « Oh là là, on va faire 20 milliards d'économies, mais on va donner 3 milliards à l'Ukraine, mais on va emprunter de l'argent pour l'Union européenne sur lequel on va garantir le double de ce qu'on va recevoir, c'est-à-dire s'endetter encore plus que l'argent qu'on reçoit de l'emprunt européen. » Ça, c'était la numéro 2 pour le Mozart de la finance. Comment voulez-vous, puis les gilets jaunes, puis les agriculteurs, puis un an de grève des médecins et des urgentistes avant la crise Covid, en disant on ne peut pas tenir, puis grève après. Bon, rien n'aboutit. Évidemment que si le politique, et c'est ce que nous on représente avec nous le peuple, n'arrive pas à proposer des solutions pour les griefs légitimes du peuple, évidemment que ça va se passer autrement, et peut-être hors d'un cadre institutionnel. Mais ça, vous savez, c'est le peuple qui décide. Et c'est l'histoire, c'est pas les politiques. Même les révolutionnaires ne décident jamais des révolutions. Ça se survient toujours de manière surprenante. Alors, désolé d'extrapoler après les européennes, mais sur fond de
de révolte sociale, et vous pourrez peut-être dire un mot d'ailleurs sur la question agricole, parce que finalement on ne l'a pas encore traité, mais aussi à cause d'une immigration incontrôlée. On a vu ces dernières années une forte progression du Rassemblement national. Est-ce que vous pensez qu'à cause de la stratégie d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen peut être élue en 2027 ? Et si elle lançait un Rassemblement national, question piège, votre sensibilité pourrait se retrouver si justement il y avait une sorte de gouvernement d'union nationale, qu'elle le proposait. Je te laisse. Oh, c'est sympa. Je te laisse juste répondre. J'ai dit on est sérieux. Oui. Pour le moment, Monsieur Matteo Salvini et Madame Giorgia Meloni, qui sont les amis politiques les plus proches en Italie, par exemple, pays voisin, où les choses se passent un peu avant ce qui se passe en France, sont les amis affichés de longue date du Rassemblement national. On a vu à quoi ça a mené. Monsieur Matteo Salvini poussait du menton comme Mussolini en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, Italia, Fratelli, et vous allez voir l'Europe ». À la fin, il se retrouve à soutenir le gouvernement de Mario Draghi. Alors, franchement, si c'est tout ça pour ça, ça ne vaut pas la peine. Madame Giorgia Meloni, c'était le fascisme en jupon, vous vous souvenez, Mussolini revient, blablabla, on a tous les délires. Puis, qu'est-ce qui se passe, in fine? Elle va rencontrer Madame Ursula von der Leyen à Bruxelles, elle lui tapote sur l'épaule, tu continues les politiques néolibérales, un peu d'atlantisme, et puis, même pour l'immigration, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air de très bien marcher, elle discute un peu d'arrêt de l'avortement, parce que c'est sa lubie. Point. Or, le problème, c'est que, compte tenu des retournements successifs du programme sur l'économie du Rassemblement national, de son attitude par rapport à l'Union européenne et du manque patent de travail et de cadre, je suis bien en peine de savoir ce qu'ils vont faire, si ce n'est comme s'y oriente doucement Jordan Bardella par rapport à Marine Le Pen vers une position atlantiste, puisque M. Bardella est raccord avec M. Macron sur le truc le plus stupide qu'on puisse imaginer, c'est à savoir la saisie des biens, des avoirs russes sur les comptes en banque des banques centrales. Je crois que Charles Gave a suffisamment exprimé, et tous les analystes économiques de Bloomberg à Goldman Sachs, tous les gens en Occident, c'est complètement absurde de faire ça. Ça va nous mettre droit dans le mur, parce que personne ne va plus croire à notre monnaie, euro ou dollar en l'occurrence, comme monnaie de réserve, dès qu'on instrumentalise militairement une monnaie, ça devient une catastrophe. Je ne suis pas garanti que quand ils prendront le pouvoir, s'ils le prennent, ils l'exercent autrement que le fait Mme Giorgia Meloni. Pour le moment, il n'y a aucune preuve. Et donc, moi, personnellement, je n'irai dans aucune alliance où je n'ai pas de garantie, où on ait quelque chose au minimum comme le Conseil national de la résistance, avec le programme des jours heureux. Alors, on en est très, 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 très loin. Écoutez, votre réponse a le mérite d'être claire. Peut-être que pour ce qui est du Rassemblement national, il ne faut vraiment pas s'étonner à ce que les intentions de vote soient de plus en plus massives pour le Rassemblement national. Est-ce que Marine Le Pen a une chance de gagner en 2027 ? Sans doute. Est-ce que ce sera plutôt Bardella ? On verra. Jordan Bardella a manifestement un très grand talent d'homme politique. Marine Le Pen a également une véritable intelligence de l'appareil politique. Moi, pour le Rassemblement national, j'ai à titre personnel un problème avec l'héritage. C'est-à-dire que moi, la personne de Jean-Marie Le Pen est une personne pour laquelle je n'ai aucune sympathie. Pour moi, j'estime qu'il a participé à traîner le sentiment patriotique et nationaliste dans la boue pendant 40 ans. Avec ses petites phrases idiotes, il a fait passer toute personne qui avait un drapeau français était devenue un facho. Ça, c'est à monsieur Jean-Marie Le Pen qu'on le doit. Donc moi, je n'ai pas du tout de sympathie pour cet héritage-là. En plus, il y a une espèce de germano-obsession de l'autorité dans l'ancien entourage de Jean-Marie Le Pen, qui est encore très présent dans le RN actuel. Mais donc c'est pas du tout un parti qui me séduit. En revanche, on peut avoir les mêmes constats et les mêmes analyses. Ça n'enlève rien. C'est l'appareil qui me dérange beaucoup. L'analyse de Georges est bonne. Si jamais effectivement s'il y a un gouvernement d'union nationale, mais un vrai gouvernement d'union nationale,
Bon, à voir, mais c'est un vrai gouvernement national qui prend tous les courants. Et comme ça a eu lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où vous aviez et des communistes, et des droites, et des trucs. Voilà, moi, l'objectif numéro 1 n'est pas de se draper dans un voile de moralité facilement obtenue en disant « Ah, jamais le RN no passaran, et il va siempre la Victoria, gna 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 ». Les trucs LFIO, mélenchonaux, ridicules qui sont utilisés pour retourner la tête de jeunes au cerveau en formation, en refusant catégoriquement le RN. L'intérêt, c'est la France. C'est la France. Donc, si le RN propose un gouvernement d'union nationale avec un programme cohérent, intelligent, qui ne fera que du bien à ce pays, je ne vois pas pourquoi on dirait « Ah ben non, par principe, c'est le RN. Bouh, gars, poids, quelle horreur !» Non, moi, le poids... Et je vous dis, ce sera la même chose avec LFI. Et alors vraiment, j'ai encore moins de sympathie pour l'appareil politique de M. Mélenchon, qui là, pour moi, ne tient pas de la manipulation antipatriotique, mais ça tient littéralement de l'aile psychiatrique du zoo de Vincennes, si vous voulez pour moi, la LFI. Donc je ne suis absolument pas client de LFI. Mais si jamais il propose un gouvernement d'union nationale, de vraie union nationale, avec un programme cohérent, bah écoutez, moi, la France, voilà. Bah merci beaucoup, parce que cette émission, malheureusement, on touche à... vous avez 2 minutes encore. À son terme. Parce que vous avez parlé des agriculteurs, oui, on n'a voilà, pas parlé... je voulais voir si vous suiviez. Mais non, je suis très... Voilà. Tout. Voilà, donc oui, on a beaucoup parlé de crise agricole ces derniers mois. Alors, que propose votre liste ? Quelle est votre... Vous rigolez, les derniers mois, les dernières décennies. Ah oui. Parce que le monde agricole s'effondre. La moitié de nos agriculteurs ont plus de 50 ans. Le dernier recensement décennal montre une chute de 10% du nombre d'exploitations, une augmentation de la taille des exploitations. Donc ça veut dire quoi ? C'est la concentration dans le risque aujourd'hui soutenu par la FNSEA de financiarisation des terres, donc d'achat des terres par des sociétés qui les loueraient en fait aux agriculteurs. Bien évidemment, mais le premier risque, et on le voit là, parce que ça a déjà été le cas avec l'intégration faite un peu de manière brinque-ballante de l'Europe de l'Est. Nous avons financé la réorganisation de l'agriculture en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Tant mieux pour ces pays-là, mais ils font concurrence à la France. Mais là, maintenant, tous ces pays-là, avec les agriculteurs français, s'opposent totalement à l'intégration de l'Ukraine de cette manière-là dans l'Union européenne. Vous vous rappelez, il faut que je rappelle quand même que c'est bien l'oligarchie et l'oligarchie européenne qui a voulu d'abord la coopération, le traité de coopération entre l'Ukraine et l'Union européenne, rejeté en 2016 par le peuple hollandais. Il y a encore un référendum qui a dit non, mais ils l'ont quand même fait, c'est pas grave. La conséquence est que vous avez là-bas, bon, ça serait pareil pour l'industrie, le salaire moyen est autour de 200 € par mois, c'est-à-dire 2 fois inférieur au salaire minimum chinois, qui sont très très loin. Imaginez le dumping social, le transfert d'industrie et bien évidemment l'attaque contre nos agriculteurs. Donc là en ce moment, on a du poulet qui est vendu, ils ne peuvent pas se battre. Et puis c'est pas des petits, si encore on peut se dire c'est des petits agriculteurs ukrainiens, le fils est à la guerre, on les soutient. Non, c'est un gars, un Ukrainien qui est le roi du poulet et qui vend des poulets, qui écrabouille nos derniers producteurs de volailles. Bon, c'est n'importe quoi. Ça, c'est made in Union européenne. Les céréales sont bloquées par les agriculteurs polonais. Les Croates n'en veulent pas, les Bulgares n'en veulent pas, les Roumains n'en veulent pas. Il faut que ça traverse toute l'Europe. Ça va finalement arriver en France. Bon, là, comme les gros céréaliers de la FNSEA, comme c'est non, bon, on n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est que c'est la mise en concurrence. Donc nous, ce que nous proposons, c'est, encore une fois, comme a dit Joachim, c'est pas une élection présidentielle. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'opposer à l'Union européenne et alerter systématiquement, bloquer tous les nouveaux traités de libre-échange. Ils sont en train d'en signer avec le Chili, ils ont fait avec la Nouvelle-Zélande, là, ils vont faire le Mercosur. Ils sont en train de rediscuter mise en place du CETA avec le Canada. 95% des dispositions sont en train d'être mises en place, alors qu'il n'a toujours pas été ratifié. Bon, ça, c'est extraordinaire, là encore, une arnaque démocratique. Alors, c'est opposition totale à cela, et nous militerons depuis Bruxelles et Strasbourg pour
un protectionnisme intelligent, en particulier pour nos agriculteurs. Pour nos agriculteurs, mais aussi pour notre industrie, pour la protection de nos emplois. Et puis les autres points sur lesquels on peut agir concrètement au sein du Parlement européen, c'est l'immigration. Problème quand même colossal au niveau européen. Il faut vraiment arrêter cette immigration complètement incontrôlée. C'est les délires sociétaux les plus ahurissants, que ce soit d'un wokisme américain complètement délirant qui est promu dans toutes les, qui est soutenu financièrement par l'Union européenne dans tous les pays d'Europe, que ce soit l'islamo-frérisme ou que ce soit maintenant le développement des évangéliques. Hein, évangéliques. Il ne faut pas se tromper, des évangéliques qui commencent à beaucoup aussi rentrer dans le truc. Lutter contre la présence des lobbies et de la corruption au sein de la Commission et des fonctionnaires européens. Vous avez 3000 lobbyistes américains à Bruxelles, et encore, ça c'est certainement sous-coté. 900 lobbyistes allemands et 150 lobbyistes français, c'est ça. Hein. Et il semblerait qu'il y ait 2-3 petites enquêtes tout à fait sérieuses qui ont été menées il n'y a pas très longtemps, qui démontrent qu'il y a une quantité de plus en plus inquiétante de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires et d'élus, pour les quelques élus qu'il y a, c'est pas le nombre de parlementaires européens, qui soient corrompus jusqu'à la moelle des os. Donc il y a quand même un gros travail. On peut faire une promesse. Si on est élu, une fois par mois, on vient avec un scandale de corruption. Écoutez, regardez, stop, il faut arrêter. Voilà. Et ça, alors ça, en plus, à mon avis, sans aucun problème. Oui, et vraiment, une fois par mois, on est large. Bon, messieurs, Georges Kuzmanovic, Joachim Murat, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui présenter votre liste. Merci, Nous Jérôme. sommes le peuple, c'est ça ? Nous sommes le peuple. Nous le peuple qui, entend bien se présenter aux élections pour le 9 juin prochain. Merci beaucoup, Jérôme. Aux élections européennes, au Parlement des députés français au Parlement européen. Merci encore. Au revoir.